Les îles Elaphites, du grec Elaphos, qui signifie cerf, bien que les cervidés aient disparu depuis longtemps dans ces îles. On s'installe dans le désordre sur le Miko, qui quitte le ponton suivi de son copain le Caruso. Le Caruso nous accompagnera toute la journée. L'équipage prépare les rafraîchissements pendant que je scrute les îles que nous dépassons. Voilà déjà l'Okrum. Et Dubrovnik approche. Un impressionnant 5 mâts est amarré face aux murailles. Mais le temps court et il faut déjà dire adieu à Dubrovnik. Les passagers se rafraîchissent pendant que la côte s'éloigne. Et l'on double une charmante chapelle dressée sur un tas de cailloux très photogéniques. Au sommet, une émoticône nous sourit.
et je surprends le long cou d'un héron planté sur le roc. Nous avons complètement contourné le rocher. Et il y en a du monde par ici. On croise de nombreuses petites îles, simples cailloux inhabités, mais avec leurs points d'ancrage abrités et signalés, comme ici sous cet arbre mort. Un tout petit monastère aussi. Et nous arrivons déjà à Kolosep, cette île couverte de pins centenaires, de caroubiers, d'orangers et de citronniers, qui est un véritable parc aromatique. Nous débarquons à Donier-Selo, l'une des deux agglomérations de cette île qui a été habitée depuis des temps anciens. On longe la muraille d'une ancienne tour de garde et l'on arrive à la toute petite église Sainte-Marie qui date du XIIIe siècle. Nous n'aurons pas le temps de monter jusque Saint-Antoine, l'église qui abrite un célèbre triptyque du XVe siècle attribué à Ivan Ugrinovitch de l'école de peinture de Raguse, parce que l'équipage nous a préparé un pique-nique de poissons grillés et que des dinosaures volants nous suivent et se régalent pendant que nous contournons Kolosep vers la destination suivante. Ils ne viennent quand même pas nous manger dans la main. Et on se régale, et ça sent fort. Arrivés à Shipan, nous nous amarrons dans le port de Sudurand. C'est la plus grande des 3 îles peuplées de cet archipel qui en compte 13. Et elle est habitée depuis l'époque illyrienne, comme l'atteste une muraille de cette époque qui tient encore debout. Sur le port, les habitations de style Renaissance sont bien restaurées. La petite église de Saint-Georges, à la double façade, est l'une des 30 églises de l'île. Un engin antédiluvien. Par la grille de la porte fermée, on regarde l'icône de Saint-Georges.
La belle muraille crénelée surmontée de 2 tours et tout ce qui reste du château de l'armateur Vis Stiepovitch Skosibua qui vivait au XVIe siècle. En contournant la muraille du château, on arrive rapidement à la garrigue et au reste d'une ancienne église fortifiée. Le chemin s'arrête là, dans ce coin abandonné. En montant sur les murets de pierre, je peux prendre quelques images de ruines fleuries, mélancoliques. On termine sur cet œil byzantin. Et déjà on remonte à bord. Adieu Chipane. Et bonjour Lopud, petite île subtropicale qu'on appelait jadis l'île des capitaines parce qu'elle a donné à Raguse le plus grand nombre de navigateurs. Les moines franciscains sont arrivés à Lopud en 1483 et ont commencé immédiatement la construction du monastère. Pour se protéger des pirates, ils ont construit la forteresse avec l'aide de Raguse. Et en 1516, un grand mur fut ajouté aux fortifications de l'entrée du port. C'est ce mur que nous longeons maintenant. Au XVIe siècle, Lopud comptait 30 églises, quelques monastères et forteresses, dont le fort en ruine qui continue de dominer la mer. L'église de Sainte-Marie de Spilica, avec son clocher haut de 40 mètres qui domine le couvent et le port. Panorama de la marina et de la petite baie avec la plage de Sougne. L'eau est si limpide qu'on aperçoit les coquillages par 2 mètres de fond.
la plage de Sougne, l'ancien marché à la viande et aux poissons. Une jolie maison de type vénitien. Et quelques vestiges sur le chemin du couvent franciscain où nous allons maintenant. Même le sol est harmonieux. Ce couvent était une place forte. Il en reste des murs épais, des balcons, des tourelles. Depuis ce balcon, où le paysage est si beau, on jetait de l'huile bouillante sur les assaillants jadis. L'intérieur de l'église ne paie pas de mine, et pourtant il contient encore bien des trésors du XVe siècle, comme ce tableau de bois doré, ce polyptyque qui est dû à Pietro Giovanni et qui date de 1520, juste au-dessus de l'autel principal. Deux triptyques de la même époque, l'un de Nicola Bosidarevich, l'autre de Girolamo di Santa Croce, tous deux étant de l'école de peinture de Raguse, et sans autre indication, je n'ai pas su les départager. Une peinture flamande est signalée et une autre de Leandro da Bassano. Pour le reste, c'est assez sobre. Nous décidons d'explorer toutes les petites rues qui grimpent face à la mer et tous les petits détails qui montrent l'ancienneté des lieux. Celui-là courait plus vite que mon ombre. Dans cette ruelle, deux maisons reliées par un passage voûté et une grille, on se serait cru dans un petit cloître. Une porte dérobée.
au détour d'une petite ruelle, la chapelle de Saint-Jérôme, qui date du début du XVIIe siècle. Saint-Jérôme est considéré comme le patron des Slaves du Sud. C'était un linguiste à qui l'on doit des traductions de la Bible à partir du grec ou de l'hébreu. Et malgré son mauvais état, le remarquable pavage. Juste à côté, une autre église minuscule, l'église de Sainte-Croix. Propriété d'un armateur-pêcheur célèbre, Mio Prakat, elle fut construite vers 1560 et ornée de riches tableaux qui sont maintenant au musée de Dubrovnik. Et nous arrivons à la terrasse, à l'entrée du jardin botanique qui est en cours de restauration. Depuis cette terrasse, la vue est magnifique. L'ancienne villa du propriétaire Felice Meneri, comte vénitien, et le clocher de l'église Sainte-Marie de Sougne. Le comte vénitien Felice Meneri a planté ce parc à la fin du XVe siècle autour de sa villa. On y trouve des eucalyptus, des cèdres, des lavandes et de nombreuses plantes exotiques aromatiques. Certains arbres ont atteint des tailles gigantesques, comme ce magnolia, qui est haut de 25 mètres, et un pin qui était inphotographiable, dont on dit qu'il date lui-même du XVe siècle. On n'est pas arrivé au bout de l'entrelac, on n'est pas arrivé jusqu'au sommet. Et pour finir, ce bel arbre à l'écorce rouge et grise, brillant dans la lumière tamisée. Et nous revoilà sur la petite marina. Sur la plus haute colline de Lopude, le fort du XVe siècle qui continue à dominer. Et puis de nouveau l'embarquement. Adieu Lopude.
Le voyage de retour s'est fait dans la lumière exceptionnelle du soleil couchant.